On nous a toujours dit que sans la France, nos îles sombreraient, que sans ces milliards d'euros, nous ne tiendrions pas 6 mois. Mais, et si cette impossibilité était un mythe, un récit savamment construit pour nous convaincre que nous sommes incapables? Chaque année, la France transfère environ 4 milliards d'euros vers les DOM, mais sais-tu qu'une grande partie de cet argent repart directement par les profits des grandes enseignes, les dividendes des banques et les importations massives qui enrichissent d'abord les entreprises métropolitaines? Car l'autonomie ne fait pas peur qu'à l'Élysée. Elle inquiète aussi ceux qui, localement, vivent confortablement grâce au système. Les multinationales qui exploitent nos marchés. Les élites locales qui redoutent une redistribution des cartes. Et même une partie de notre propre peuple, traumatisé par des siècles d'esclavage, de colonisation et de dépendance. Aujourd'hui, on va tout décortiquer. Qu'est-ce que l'autonomie? Pourquoi elle semble impossible? Et surtout, pourquoi elle est le cauchemar d'un système qui refuse qu'on se relève? Mais attention, ce que tu vas entendre pourrait bien tout bouleverser. Mais pour comprendre pourquoi elle est devenue un tabou, il faut déjà savoir ce qu'elle signifie et ce qu'elle changerait pour nous. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Ce n'est pas couper les ponts, ni tout reconstruire de zéro, c'est obtenir le pouvoir de gérer nos affaires locales. Économie, santé, éducation, fiscalité, tout en restant dans la République française pour la monnaie, la défense et la diplomatie. Exemple, la Polynésie française gère déjà son propre budget et adapte ses lois. Pourquoi pas nous? Mais concrètement, à quoi ça ressemblerait dans nos îles? Imagine, des lois façonnées ici pour répondre à nos réalités. Un budget géré localement, une agriculture qui nourrit notre population plutôt qu'un marché saturé d'importations, des partenariats avec la Caraïbe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. Tout cela sans perdre l'euro ni la sécurité sociale si c'est bien négocié. L'autonomie, ce n'est pas une rupture, c'est une reprise en main. Attention, il faut bien distinguer autonomie et indépendance. L'indépendance, c'est une rupture totale. Plus de transferts financiers, plus de cadre juridique français. L'autonomie, elle, est une étape intermédiaire ou un entre-deux. C'est comme devenir adulte tout en restant dans la maison familiale, tu fais tes choix. Mais la famille reste là en cas de coup dur. Mais la question qui revient toujours, c'est l'argent. Si la France donne moins, qui paiera? On entend souvent, si Paris donne moins, qui paiera? Mais savais-tu qu'en 2022, la balance commerciale des DOM était déficitaire de plus de 6 milliards d'euros? Les dividendes des enseignes contrôlées par des béquets repartent à Paris. Les profits du BTP, des banques, des télécoms font de même. Pourquoi? Parce que 80% de ce que nous consommons est importé de France. Cet argent ne reste pas chez nous, il repart. On nous fait croire qu'on reçoit, mais c'est souvent un aller-retour. Et si l'argent restait enfin ici, à qui cela ferait-il le plus peur? Avec l'autonomie, nos impôts et nos ressources financeraient nos écoles, nos hôpitaux, nos infrastructures. Ici, l'argent travaillerait enfin pour nous. Moins d'aides sociales à verser, mais toujours accès à nos ressources stratégiques. Nos mers, deux et mondiales, ses bases militaires, en réalité, l'autonomie pourrait même lui coûter moins. Mais il y a un verrou encore plus grand, la terre. Aux Antilles, 1% de la population contrôle une part énorme de l'économie. Ces familles héritières des colons esclavagistes qu'on appelle ces béquesses, ne soyons pas timides, possèdent que la grande distribution, l'import-export, l'agro-industrie, l'immobilier. Leur fortune repose sur les importations massives qu'ils distribuent dans leurs enseignes. L'agriculture exportatrice, bananes, cannes, qui laisse peu de place à l'autosuffisance locale. Le contrôle foncier, près de 85% des terres agricoles leur appartiennent encore. Chaque euro dépensé dans un supermarché repart directement vers Paris. Leur richesse vient de notre dépendance. L'autonomie, c'est la fin de ce modèle néocolonial. Et leur influence ne s'arrête pas là. En Martinique, 85% des terres agricoles appartiennent à une poignée de familles. En Guadeloupe, plus de 75%, c'est un verrou énorme. Mais l'autonomie offrirait des solutions. Taxer fortement les grandes propriétés inutilisées. Créer des zones agricoles publiques. Soutenir des coopératives locales. Un petit coup, pression, pour une fois que c'est l'inverse. Celui qui possède la terre possède le peuple. Leur lobbying est puissant à Paris, mais avec une autonomie, les décisions seraient prises d'ici face au peuple. Le peuple aurait plus de pouvoir pour exiger des comptes, et les élites économiques, eux, les béquets, autrefois intouchables, seraient confrontés à une concurrence nouvelle. Mais les béquets ne sont pas les seuls à craindre l'autonomie. Nos notables, nos élus, nos cadres, beaucoup ont appris à très bien vivre dans ce système. Subventions, marchés publics, postes bien rémunérés, voyages officiels, leur prospérité est directement liée au maintien du statu quo. L'autonomie, un risque pour leurs privilèges. L'idée de l'autonomie qui redistribuerait les cartes,
elle inquiète, car cela pourrait signifier plus de comptes à rendre au peuple, moins de protection venant d'en haut, et un nouveau jeu politique où leurs privilèges seraient remis en question. Le système ne tient pas seulement par ceux qui l'ont bâti, mais aussi par ceux qui s'y sont confortablement et trop bien installés. Même si le peuple et les élites locales étaient de près, le monde, lui, le serait-il? Chaque peuple qui a tenté de s'émanciper a dû affronter pression économique, embargo, sanctions, chantage au FMI, ingérence politique, tentative de déstabilisation, soutien à des opposants, multinationales, ces géants qui continuent d'exploiter les ressources même après des changements politiques. Exemple, Maurice et Singapour ont réussi. Mais ils ont dû naviguer entre les pressions des anciens colonisateurs, les rivalités régionales et leurs propres faiblesses internes. L'autonomie exige donc une diplomatie intelligente, des alliances stratégiques avec la Caraïbe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, pour éviter l'isolement et construire une vraie puissance régionale. L'autonomie n'est pas donnée, elle se négocie, et parfois, elle se gagne. Mais avant d'affronter Paris et le monde, la vraie bataille est ici. Après des siècles de colonialisme, beaucoup doutent. Sommes-nous capables de gérer notre économie ? Pouvons-nous éviter le clientélisme, la corruption ? Avons-nous la volonté de travailler ensemble pour un projet commun ? Ces questions sont légitimes. Mais attention, elles révèlent aussi les dégâts psychologiques de siècles de dépendance. Comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, on nous a appris que sans la France, nous ne sommes rien, que la pauvreté d'Haïti, l'instabilité de certains pays africains sont notre avenir si nous osons le changement. Avant de libérer le pays, il faut libérer l'esprit. Et si demain nous décidions de reprendre les clés, serions-nous prêts à en assumer le prix? Voilà pourquoi, selon moi, l'autonomie dérange. Ce n'est pas seulement une menace pour l'Élysée, mais pour un système colonialiste capte nos richesses depuis des siècles. Département, colonialisme déguisé, il y a plusieurs noms, mais on sait la vérité. La vérité, l'autonomie est possible, mais elle exige un peuple conscient et prêt, des dirigeants courageux, une stratégie pour résister aux pressions. La vraie question n'est pas « pouvons-nous », mais « oserons-nous »